Et bonsoir Franck Alizio. Bonsoir. Député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a beaucoup de sujets à aborder comme tous les soirs, mais d'abord à 19h33, c'est l'heure de notre séquence Vrai ou Faux, comme chaque soir à 7h. Bonsoir Aubry Perrault. Bonsoir. Demain soir, sur France Info, avec toute l'équipe de Vrai ou Faux, en partenariat avec le Nouvel Obs, vous nous proposez une émission spéciale sur l'intelligence artificielle à l'occasion de la 300e de l'émission. Et l'une des nombreuses questions que vous poserez donc demain soir, c'est de savoir si l'IA va influencer ou pas, Aubry, la prochaine élection présidentielle. L'IA va-t-elle dicter notre choix dans l'isoloir ? Si on s'est posé la question, c'est qu'aux dernières municipales, selon une étude, 16% des personnes interrogées déclarent avoir eu recours à l'intelligence artificielle pour faire leur choix. C'est encore plus vrai chez les moins de 25 ans. Alors j'ai un tout petit peu plus de 25 ans, mais pas beaucoup plus non plus. Donc moi aussi, j'ai voulu faire le test. Oui, n'en rajoutez pas. Avec 3 assistants conversationnels, le chat de Mistral, ChatGPT et Claude. Et alors quand je leur demande pour qui je devrais voter à la prochaine présidentielle en 2027, mais sans leur donner plus d'informations, là, ces assistants, ils me disent globalement que c'est pas à eux de répondre, que c'est un choix personnel, mais qui peuvent m'aider à y voir plus clair. Maintenant, quand je précise ma question, en leur disant que j'ai 31 ans, que je suis une femme et que je suis inquiète pour mon pouvoir d'achat et surtout que je leur demande quel est le candidat le plus crédible, eh bien là, Claude continue de me dire que c'est pas à lui de m'orienter. En revanche, pour les deux autres, ChatGPT m'oriente vers Gabriel Attal et Édouard Philippe. Et le chat de Mistral m'affiche ce tableau sans... Alors, vous ne le voyez pas, mais il m'affiche en tout cas un tableau sans me proposer le Rassemblement National ni la France Insoumise. Et Gabriel Attal, vous allez le voir, il arrive en tête des candidats les plus crédibles. Donc, il m'oriente plutôt vers Gabriel Attal. Ça veut dire que le chat de Mistral est plutôt favorable à Gabriel Attal ? C'est ce qu'on a voulu savoir. Donc, on a refait le test. J'ai demandé à mon collègue Louis, cette fois-ci, mais je lui ai demandé de reprendre exactement les mêmes questions avec les mêmes éléments en disant que c'est une femme de 31 ans, qu'il est inquiet pour son pouvoir d'achat et qui veut savoir quel est le candidat le plus crédible. Et alors, on a toujours un tableau, mais c'est pas exactement le même, même si vous allez voir, c'est des résultats plutôt similaires. Cette fois-ci, Édouard Philippe est ex-aequo avec Gabriel Attal, mais surtout, le RN et les LFI sont cette fois-ci dans ce tableau. Sauf que le chat, il m'alerte que leurs programmes sont plutôt coûteux. Donc, en faisant les tests, on voit que certaines intelligences artificielles n'orientent pas du tout vers certains candidats comme Claude, mais d'autres le font clairement. Et on voit même qu'ils défavoriseraient plutôt le Rassemblement National et la France Insoumise, alors même que je parlais du pouvoir d'achat, qui est un thème plutôt central de votre programme. Alors, au-delà de ces exemples, Aubry, il y a eu des études sur le sujet qui ont regardé à grande échelle ce phénomène et qui en ont tiré des tendances. Oui, en France, il y a 7 études qui estiment que les intelligences artificielles sont plutôt favorables aux personnalités de gauche comme François Ruffin, Raphaël Glucksmann ou Marine Tondelier. Et c'est vrai que Marine Le Pen, votre candidate potentielle, à l'inverse, elle est plutôt mal vue par l'intelligence artificielle selon cette même étude. Éric Zemmour encore plus. Le Financial Times, lui aussi, il a travaillé sur cette question en faisant une comparaison. Alors d'un côté, on a, vous savez, les posts sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en général, leurs algorithmes, ils favorisent plutôt les posts plutôt sensationnalistes ou proches de candidats qui sont plutôt très à droite ou très à gauche de l'échiquier politique. De l'autre côté, maintenant, si on regarde les contenus promus par l'IA, regardez, on voit cette fois-ci que l'IA, elle favorise plutôt les contenus dits modérés, quelle que soit l'opinion de la personne qui l'interroge. Donc, même si on sait qu'elle est favorable aux extrêmes, l'IA, elle va proposer des réponses qui vont plutôt s'approcher des candidats centristes. Maintenant qu'on a dit ça, en revanche, ce que l'on sait aussi, c'est que ces IA, elles évoluent en permanence et très rapidement. Elles sont perméables à tout ce qui arrive sur Internet. Donc, ça peut évoluer très rapidement. Il faut prendre tout ça avec des pincettes. Merci beaucoup, Aubry. On rappelle donc le rendez-vous exceptionnel demain soir sur France Info avec Julien Pain en partenariat avec le Nouvel Obs à partir de 20h45. Émission spéciale Vrai ou Faux à l'occasion de la 300e émission consacrée donc à l'intelligence artificielle avec tout un tas de questions qui seront posées. Vous pouvez poser vos questions et on y répondra donc demain soir à partir de 20h45 en direct sur France Info. Franck Alizio, ça vous inquiète ça, de voir que l'intelligence artificielle serait plutôt favorable aux candidats de gauche ou du centre ? Non, ce qui m'inquiète, c'est que l'intelligence artificielle peut
orienter des électeurs. 16% des électeurs, c'est quand même un chiffre incroyable. 16% des électeurs qui ont demandé à l'intelligence artificielle de les aider pour savoir à qui ils allaient voter aux élections municipales. C'est un sujet parmi le très vaste sujet qui est l'intelligence artificielle, c'est l'un des sujets. Je crois que c'est dans Balzac. Il y avait la formule qui sait tout possède le monde. Et là, c'est qui possède l'IA possède le monde. C'est-à-dire que si c'est la grande question de qui détient l'IA. Est-ce que l'IA, dans ces cas-là, est-ce que l'intelligence artificielle est orientée politiquement ? Et la personne qui est orientée politiquement, ou ça pourrait être économiquement, ça pourrait être sur des conseils boursiers, tout cela, et donc des délits d'initiés. C'est vertigineux. C'est-à-dire que celui qui oriente l'intelligence artificielle pourrait orienter toute une série de comportements humains. Ça pourrait être à des buts politiques, ça pourrait être à des buts religieux, d'endoctrinement, ça pourrait être dans des buts économiques. Donc, c'est tout le sujet de la maîtrise de l'IA. Vous travaillez sur des propositions au RN? Nous travaillons de près sur l'IA et sur des propositions pour la présidentielle. Nous n'en sommes encore qu'aux études et aux échanges entre nous. L'influenceuse ou dite journaliste Xenia Federova a été mise en cause par un certain nombre de politiques ou défendue par des gens comme Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce d'antenne ouverte à quelqu'un qui, en gros, n'est pas là pour informer, mais pour faire de la propagande? Est-ce que vous considérez qu'on devrait se pencher sur son cas de façon un peu plus... puisque nous sommes non pas en belligérants avec la Russie, mais nous sommes quand même en conflit et en soutenant l'Ukraine. Est-ce que vous trouvez que c'est problématique d'avoir cette propagande qui se déverse en France sans prévenir les gens qu'il s'agit de propagande et non d'information? On s'y est penché. Puisqu'il y a eu une commission sur les ingérences étrangères. Elle était présidée par mon ami et collègue Jean-Philippe Tanguy. Et il se trouve que Jean-Philippe Tanguy avait lui-même, à l'occasion de cette commission d'enquête, dénoncé un influenceur, donc qui était en réalité un agent de la Russie, déjà, c'était le même sujet. C'était sur vos confrères, enfin comme c'était public, on peut le dire, c'était vos confrères d'LCI, qui avaient donné la parole, qui avait quelqu'un qui venait régulièrement porter la parole, en l'occurrence de la Russie. Ce serait de notre pays, ce serait là le même sujet. Donc oui, c'est une question, c'est un véritable sujet. Moi, j'ai regardé quelques extraits de CNews. Il y avait, lorsqu'il y avait cette dame, l'un des journalistes présents, notamment sur le plateau, en tout cas dans l'extrait que j'ai vu notamment, de mémoire, c'est M. Lucas Jakubowicz, qui expliquait, qui disait ce que vous dites, c'est exactement les éléments de langage du Kremlin. Donc, sur le plateau, j'avais l'impression qu'il y avait quand même, qu'il n'y avait pas, voilà, il y avait du contradictoire. Bon, c'est déjà quelque chose qui peut être rassurant. Après, c'est à la chaîne en question et aux autres chaînes qui pourraient être concernées d'y répondre. C'est une chaîne publique. Donc vous considérez que c'est une chaîne privée en l'occurrence. C'est une affaire qui doit être traitée en interne. En interne, et après c'est parce que, si vous voulez, la dernière fois, je crois que c'était avec Jean-Philippe Tanguy ou avec M. Giacobelli qu'on recevait, qui plaidait pour la privatisation du service public. Il disait c'est un gage d'impartialité. C'est-à-dire, en gros, si on privatise des pôles publics, ça sera plus impartial. Quand on voit, chez nous, c'est une chaîne privée, et en quoi c'est un gage d'impartialité si vous considérez que le ménage doit être fait en interne et qu'on ne peut pas mettre en cause les interventions? Je ne sais pas si c'est un gage d'impartialité. Pour moi, il n'y a pas, le privé n'est pas plus impartial que le public et vice-versa. Il y a une problématique par rapport au public, puisque c'est l'argent public, donc du coup le citoyen a un droit de regard renforcé. Mais il n'y a pas, c'est pas parce qu'une chaîne est privée que par définition elle est plus impartiale par définition. L'impartialité, elle se fait sur un plateau par le contradictoire, par des opinions différentes qui sont présentes sur ce plateau. Et après c'est tout. C'est à l'auditeur et au téléspectateur de se faire son idée. Et la responsabilité du gouvernement dans cette affaire. Je reprends des propos de Sébastien Chelu concernant l'affaire des influenceurs algériens. Il avait dit « Nous sommes piétinés par l'Algérie, nous sommes humiliés par l'Algérie. La question se pose de savoir s'il n'y a pas derrière ces influenceurs une volonté manifeste de déstabilisation de la France qui serait orchestrée par des gens proches du pouvoir algérien. » Et il disait « Ces gens mériteraient d'être virés à coups de pied. »
Est-ce que cette doctrine, si je peux appeler ça une doctrine, en tout cas cette ligne vis-à-vis que vous aviez vis-à-vis des influenceurs algériens, doit s'appliquer aussi vis-à-vis d'une influenceuse russe, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut ne pas renouveler, voire supprimer son autorisation du territoire français? Alors, encore une fois, ça dépend ce qu'a dit l'influenceur ou l'influenceuse. C'est-à-dire que si vous avez un influenceur qui a une parole critique sur la France, sur le gouvernement français, bon, ça, on est dans une démocratie libérale avancée, encore heureux qu'on puisse se faire. Maintenant, si ça devient insultant et si ça relève de l'insulte, de la diffamation envers notre pays, à partir de là, on peut imaginer que la justice ou que le gouvernement s'y intéresse d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais je considère que c'est à partir du moment où on est dans l'attaque, dans la diffamation. Après, à chacun de faire son examen de conscience lorsqu'il invite quelqu'un et que ce quelqu'un tient certains propos, tout simplement. Et je considère que c'est la responsabilité, c'est le pouvoir et donc la responsabilité des médias, de ceux qui invitent. Ce serait pareil sur des journaux, sur l'écrit. Mais demain, si vous êtes au pouvoir et que une Ksenia Fedorova vous présente une demande de visa, d'autorisation sur le territoire français, en fonction de quoi vous allez décider si vous gardez un individu qui est reconnu comme étant le porte-parole des idées du Kremlin? En fonction de quoi vous déciderez? En fonction de ce qu'elle dit. En fonction de ce qu'elle dit. Là, vous pouvez l'écouter, vous pouvez la lire tous les jours. Et il a été montré qu'effectivement, elle relayait la propagande du Kremlin. À écouter cette dame, il y a relayé la parole du Kremlin. Comment dire, il y a des opinions. Il n'y a pas de délit d'opinion. Avoir une opinion, c'est quelque chose. Et dire que la Russie n'a pas avec le gouvernement. Dire que la Russie n'a pas agressé l'Ukraine, c'est une opinion? Que la Russie n'a pas agressé l'Ukraine, c'est une opinion. Je ne sais pas, ce n'est pas la position de mon parti, ce n'est pas la position du gouvernement français, ce n'est pas la position de la France, c'est la position d'un autre pays qui est la Russie. Mais c'est pas, comment dire, encore une fois, il n'y a pas un délit d'opinion. Il n'y a pas de délit d'opinion, enfin, sauf évidemment sur le racisme, l'antisémitisme, etc. Mais il n'y a pas de délit d'opinion en France sur des opinions sur un conflit. Nous sommes clairs sur ce conflit, chacun de se positionner par rapport à ce conflit. Pour préciser un petit peu, pour entrer pas en politique au sens politicien du terme, mais dans l'Union européenne vient de durcir un certain nombre de conditions sur l'immigration, notamment en proposant qu'il y ait des centres qui soient hors communauté européenne. Il y a eu des pays comme l'Ouzbékistan pour pouvoir rapatrier les personnes qui arriveraient en situation irrégulière et ne pas finalement faire en sorte qu'ils restent sur les territoires. Est-ce que vous trouvez, vous qui plaidez pour un durcissement, que cela va dans le bon sens? Alors, c'est une proposition... Il y a des pays africains aussi. Plusieurs années, vous vous souvenez, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années qu'on entend cette proposition sous une forme ou sous une autre. Si ça peut redonner un peu plus de maîtrise de l'immigration et de maîtrise de l'immigration clandestine aux pays européens, oui, je pense que c'est de nature à aller plutôt dans le sens d'une meilleure maîtrise, puisque les clandestins n'étant pas sur le territoire national, quels qu'ils soient en Europe, eh bien, il est plus facile de refuser et de maîtriser leur retour quitte vers leur à les pays, rapatrier dans des pays d'origine. qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, qu'ils ne connaissent pas. Et de les envoyer dans des... C'est pas dans leur pays d'origine, L'idée, c'est de les rapatrier dans leur pays d'origine. C'est de faire pression pour qu'ils rentrent dans le pays d'origine. Ou dans le pays où on a une trace d'une manière ou d'une autre d'eux. Mais comme ils sont clandestins en France, donc ils n'ont pas leur place en France. À partir de là, on essaie de trouver, ou de leur faire choisir d'ailleurs le pays où ils veulent retourner, mais leur place n'est pas en France. Voilà, c'est tout. Encore une fois, franchir une frontière de manière illégale, c'est un délit. Voilà, il faudra être accompagné à la frontière, et là vous refaites une demande en bonne et due forme. Autre sujet d'actualité, Franck Alizio, ce sont les violences qui ont été commises en marge de la victoire du PSG ce week-end, qui ont beaucoup choqué les Français et qui ont suscité un débat politique sur la question de savoir est-ce qu'il faudrait durcir ou pas les sanctions. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Sébastien Lecornu qui s'est exprimé sur le sujet tout à l'heure à l'Assemblée.
Malheureusement, notre système ne se retourne pas suffisamment vers les auteurs de ces dégradations pour recouvrer aux civils les sommes qui correspondent aux réparations imputées à la société. Et je pense que cette question doit être regardée désormais rapidement, sans tabou, dans notre capacité à recouvrer justement réellement ces sommes, à intervenir de manière beaucoup plus coercitive. Et j'ai demandé au ministre de faire des propositions assez rapidement. Je ne suis pas favorable aux suspensions des prestations sociales. Néanmoins, je crois qu'il y a un chemin de bon sens, c'est de permettre à ces prestations sociales, en dehors du reste à vivre, de financer justement ces réparations sur des solutions adaptées. On doit avancer. La responsabilité individuelle d'un auteur d'un acte de violence, par définition, ou de dégradation, doit pouvoir réparer. C'est le fameux « tu casses, tu payes » évidemment de Gabriel Attal. Que pensez-vous de cette proposition, Franck Alizio ? Ça aussi, j'ai l'impression de l'entendre depuis 10 ans, depuis 15 ans. La meilleure, excusez-moi l'expression triviale, mais c'était quand même le président de la République qui l'a dit, maintenant on commence à en avoir marre et donc ça va cesser. On avait l'impression que c'était un électeur un petit peu en colère qui s'exprimait. Non, c'était juste le président de la République française depuis 9 ans. Donc bon, c'est surréaliste. 200 blessés cette année. L'an dernier, même cadre, Ligue des Champions, etc. Victoire du PSG, encore une fois, 200 blessés. Le nombre de policiers blessés entre les 2 années a carrément doublé. 57 cette année, encore selon les syndicats, c'est plus d'une centaine. Moi, je suis assez vieux, malheureusement, pour avoir connu, et en plus en tant que Marseillais, on s'en souvient, avoir connu la victoire de l'Olympique de Marseille. Le 26 mai 1993, j'avais 12 ans. Bien, ni le soir, ni le lendemain, il y avait eu de tels débordements, ni le soir, ni le lendemain, il y avait eu des blessés à déplorer. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace d'un peu plus d'une génération, un peu plus de 25 ans, pour que notre pays arrive à connaître à chaque nouvel an, chaque 14 juillet, chaque victoire ou défaite sportive, fortiori le football, des émeutes urbaines. Parce que c'est à minima des émeutes urbaines que l'on connaît. Donc évidemment qu'il faut durcir. Enfin, je pense que ce qui s'est passé en une génération, c'est un renoncement de l'État, un renoncement du régalien, une explosion du laxisme dans notre pays. Et évidemment qu'il faut tout faire et qu'il faut essayer de... Enfin, les prises. Enfin, moi, j'en reviens toujours. J'ai vu aujourd'hui les peines. Enfin, tout le monde a été remis en liberté. Pas tout le monde. Quasiment tout le monde a été remis en liberté. De manière générale, dans ce pays, il y a un écart abyssal entre la peine. Mais on a quand même un taux de détention en France. Parce que je veux bien que la justice soit laxiste systématiquement. C'est pas la justice. C'est ce qu'on dit. C'est tout un. Mais on ne peut pas dire qu'on est système. un pays dans lequel il y a un taux d'incarcération ridicule. Vous savez bien. Enfin, on a un taux de nombre de prisons, en revanche, qui est complètement sous-dimensionné par rapport à ce qu'il nous faudrait. Ce qui fait que, du coup, les juges ne pouvant pas incarcérer... Ramener à la population, parce que pour moi, il n'y aura pas de comparaison valide, le nombre de personnes incarcérées en France, je dis bien ramener au nombre de Français, est supérieur à ce qu'il peut y avoir dans d'autres pays européens. Oui. Donc, on ne peut pas dire que le laxisme... On peut dire qu'on considère que sur certaines décisions, il y a des choses qui ne vont pas. Si vous voulez changer la justice des mineurs ou je ne sais quoi, ou d'autres choses, mais on ne peut pas dire que on soit un pays où on laisse tout le monde dehors. Lorsqu'on fait le ratio peine encourue, peine prononcée, peine effectuée, on voit qu'évidemment, le juge ne fait pas exactement ce qu'il voudrait faire peut-être, ce qu'il pourrait faire peut-être, ce qu'il devrait faire parfois. Et à partir de là, on nous dit toujours c'est parce qu'il manque des places de prison. Donc à un problème qui est remonté par les juges eux-mêmes, par rapport à un problème pratique, eh bien on répond, construction de dizaines de places de prison supplémentaires, tout simplement pour que lorsque la justice tranche, eh bien ce soit suivi des faits, tout simplement. Aujourd'hui en moyenne, lorsque vous encourez 5 ans de prison, vous êtes condamné qu'à 1 an de prison, et donc vous ne les faites évidemment pas, puisque dans ces cas-là, vous êtes en bracelet électronique. Enfin, du coup, c'est toute une chaîne de sanctions qui aujourd'hui s'est complètement effondrée.
Et si on arrive à de telles... Et puis il y a quelque chose qui se passe aussi par rapport au pays, à cette expression que nos adversaires aiment beaucoup, le vivre ensemble, mais il faut un véritable vivre ensemble. Là, on ne vit plus ensemble. Lorsqu'on se fait... lorsque Paris se transforme en théâtre de guerre, un soir de victoire au foot, on ne vit plus ensemble. Alors, Jordan Bardella a mis en cause des jeunes issus de l'immigration. Comment il sait que ces jeunes sont issus de l'immigration ? C'est des Français, a priori, il n'y a pas de catégorie. Français et issu d'immigration. Enfin, mon grand-père était issu d'immigration, il était italien, il était français, mais il était issu d'immigration. Donc on peut être français et issu d'immigration. Oui, mais je veux dire juste comment on fait, parce qu'à partir du moment, il peut y avoir des gens qu'on peut expulser ou sur lesquels on peut considérer que ils n'ont pas à le faire, mais quand c'est des Français, on peut rien. Mais vous avez raison, c'est pour ça qu'on peut. Il y a deux choses bien différentes. Jordan a tout à fait raison de constater que, par définition, la plupart des personnes lors de ce soir d'émeute étaient d'origine d'immigration. Mais comment il sait ? Parce qu'il se base sur quoi ? Sur la couleur de la peau ? Ça enlève rien. Il se base sur la couleur de la peau ? Sur les prénoms ? Sur quoi ? Les prénoms, notamment, oui. Enfin, c'est factuel, encore une fois, notamment. Mais il n'y a rien. Enfin, ça ne sert à rien de nier une réalité. En tout cas, ce n'est pas notre méthode de nier des réalités. Après, vous avez tout à fait raison, et on le dit aussi, ce sont des Français. Et ça pose la question encore une fois, on en revient à ces décennies perdues, à cette génération perdue. C'est-à-dire, on a complètement raté le défi de l'assimilation depuis maintenant une trentaine d'années dans notre pays. C'est ma génération et c'est celle qui est venue. Voilà, on a raté complètement le défi de l'assimilation. Et c'est la raison pour laquelle, quand on entend l'ancien ministre de l'Intérieur, actuel ministre de la Justice, M. Darmanin, qui fait un slogan, qui lance un slogan en disant on va faire un moratoire sur l'immigration, un moratoire de 3 ans, ça me fait sourire. C'est un moratoire sur toute une génération qu'il faut faire. Si on veut recommencer à assimiler, si on veut recommencer, j'aime pas l'expression, mais à faire nation, à vivre ensemble. Pour de vrai, c'est sur 25 ans qu'il faut faire un moratoire. Vous voulez bloquer toute immration dans le pays pendant 25 ans ? Il y a une immigration, il y a peut-être une immigration du travail résiduelle, une migration du travail résiduelle, si on en a besoin et si c'est nécessaire et si les personnes sont compétentes, pourquoi s'en priver ? Mais vous savez que l'immigration du travail, c'est 10% aujourd'hui des 500 000 étrangers qui entrent légalement chaque année sur notre pays. Donc ça ressemble quand même beaucoup à un moratoire. Mais c'est sur une génération qu'on veut le faire si on veut véritablement refaire en sorte que l'immigration soit une plus-value lorsqu'elle arrive dans le pays, si ce n'est, comme certains le disent, une chance. Une question sur les retraites ? Oui. Est-ce que c'est... On est vraiment maintenant... On a l'impression que ça flottait un peu, plus que flottait entre la version de Jordan Bardella, et celle de Marine Le Pen, qui voulait symboliquement, Marine Le Pen, maintenir un âge légal. La proposition qu'on va avoir pour la campagne présidentielle, ça sera quoi, précisément ? Par définition, vous la retrouverez. Ça dépendra du candidat ? Vous la retrouverez dans le projet présidentiel. De la candidate ou du candidat, en effet. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Moi, je ne vois pas dans la boule de cristal. Donc, je m'en tiens au projet de mon parti, au projet du Rassemblement national partagé par Marine et Jordan, c'est-à-dire un âge légal de 62 ans, une durée de cotisation de 42 ans. Voilà. Donc, à quoi alors, pourquoi Jordan ? Est-ce que c'est parce que Jordan Bardella se rapproche plus d'une droite, si j'ose dire, un peu classique ? Qu'est-ce qui explique ce flottement qui n'est pas forcément nécessaire ? Non, il y a d'un parti qui, en plus, aura un seul directeur et même directeur de campagne, à savoir Julien Sanchez, exactement, qui normalement portera la parole des deux. Qui est un ami, qui est un travailleur acharné, qui sera un excellent directeur. Si vous ne voulez pas qu'il ait le tournis, il y aura un arbitrage quand ? Mais aujourd'hui, il n'y a pas un arbitrage. Ce qu'a souligné Jordan, c'est un hiatus, mais qui existe dans notre système des retraites aujourd'hui, et pas qu'en France, dans les pays voisins aussi. C'est que nous cohabitons avec un nombre d'annuités, 42 annuités selon notre projet, selon d'autres c'est plus, et un départ légal d'âge, départ à la retraite légale de 62 ans. Bon. Vous comprenez bien qu'il y a plein de situations qui, par définition, ça frotte de tous les côtés. Parce que si, dans un pays où on entre définitivement sur le marché du travail avec un CDI autour plutôt de 26 ans, quand vous rajoutez 42 annuités, vous n'arrivez pas à 62 ans. Mais il n'y a aucun parti, et notre système lui-même ne reconnaît pas ce hiatus. Donc, Jordan a tout simplement souligné que, avec le nombre d'années où on cotise, reste déterminant. Pour autant, vous ne pouvez pas laisser
les Françaises et les Français, surtout sur des métiers difficiles, si on suit cette logique, aller jusqu'à 70 ans, jusqu'à 68 ans, jusqu'à 69 ans pour prendre sa retraite. Donc, il y a un âge légal de départ à la retraite de 102 ans. Mais en effet, ça sera un sujet lors de la présidentielle. Mais pas que pour nous. Mais aujourd'hui, vous avez une proposition claire du Rassemblement national, partagée par Marine et Jordan. Et il y aura un débat lors de la présidentielle et nous arriverons avec nos propositions. Pour l'instant, notre proposition, c'est celle-là. Merci beaucoup, Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône. Merci Nathalie. Merci à vous. À demain, 18h, sur France Info. Excellente soirée. Je vous laisse avec les informés.